Bonjour tout le monde, ceux qui sont en salle et ceux qui nous suivent en ligne. Moi, c'est Sibiri Jean Zoundi, je suis le directeur du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, CSAO-OCDE, basé à Paris. Et je suis votre serviteur, pour ceux qui veulent, le modérateur. Et je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à ce dialogue de haut niveau sur le partenariat en faveur des systèmes alimentaires. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du bilan du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et explore la manière dont les partenariats centrés sur les organisations intergouvernementales OIG de l'espace Sahel et Afrique de l'Ouest peuvent contribuer à l'avancée des agendas nationaux sur le système alimentaire avec en perspective la réalisation des ODD. Le présent dialogue est en lien avec la plénière d'hier sur la résilience, sujet, comme vous le savez, qui fut au cœur des discussions sur les systèmes alimentaires en 2021. Le présent dialogue est également en lien avec la réunion de haut niveau du 6 avril 2022 à l'OCDE à Paris sur les crises alimentaires à l'initiative du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union européenne et du Réseau mondial contre les crises alimentaires, qui, en plus des promesses financières en faveur de la région, a sonné l'impulsion à la démarche politique des OIG de la région en faveur de l'opérationnalisation de l'approche humanitaire développement paix HDP. En s'appuyant sur l'expérience du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, notre discussion de ce jour examinera notamment les opportunités d'optimisation des liens entre les initiatives de transformation des systèmes alimentaires et celles humanitaires et de développement. Il s'agira d'échanger sur la manière dont les partenariats centrés et avec les OIG peuvent contribuer à une meilleure prévention des crises alimentaires tout en renforçant la transformation de nos systèmes alimentaires et en consolidant le momentum politique en faveur de synergies renforcées entre les orientations nationales sur les systèmes alimentaires et celles sur l'approche HDP. L'objectif fin zéro étant notre ambition, nous nous soucions aussi du fait que le renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation des populations vulnérables demeure également un impératif. Co-organisé par le Réseau mondial contre les crises alimentaires, le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et le secrétariat exécutif du SILS, notre événement est structuré en 3 segments que je m'en vais vous donner rapidement. Une séquence d'ouverture avec les allocutions de M. Thomas Laurent, directeur général adjoint de la FAO, de M. Ali Beti, haut-commissaire à l'initiative 3N du Niger, les Nigériens nourrissent les Nigériens, de M. Martin Newcook, directeur mondial pôle agriculture et alimentation de la Banque mondiale, et normalement de Madame Bekele Thomas, ici représentée par Madame Estherine Fotabong de l'Agence de développement de l'Union africaine.
Celle-ci sera suivie d'un panel de discussion sur les efforts déployés en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et de l'approche HDP. Une introduction à cette séquence sera faite par Dr Abdoulal Mohamedou, secrétaire exécutif de SILS. Enfin, des messages de clôture seront prononcés par les représentants de trois membres du réseau contre les crises alimentaires et qui viendront en tout cas terminer notre discussion. Notre discussion sera sanctionnée par un relevé de conclusions qui va se centrer autour de messages rappelant le besoin de maintenir la flamme de la mobilisation politique face aux enjeux alimentaires et nutritionnels. Avant de démarrer les discussions, je voudrais faire quelques rappels logistiques et techniques. L'interprétation est disponible dans 6 langues grâce aux écouteurs et aux interphones situés sur votre siège. Malheureusement, pour des raisons techniques, ceux qui sont en ligne ne seront pas en mesure d'intervenir ni de faire quelques commentaires et nous nous en excusons beaucoup pour ce désagrément indépendant de notre volonté. Nous souhaitons par ailleurs votre aide pour la diffusion de notre discussion à travers les canaux sociaux en utilisant les hashtags, je ne sais pas si c'est affiché à l'écran, mais c'est UNFSS 2023, Food Systems, Fight Food Crisis, etc. Last but not the least, le temps sera notre pire ennemi et vraiment je voudrais compter sur la diligence de tous les orateurs pour un respect scrupuleux du temps. Sans tarder, je pense que nous pouvons faire place au message d'ouverture et tout en rappelant que chaque orateur a droit à 4 minutes. Merci d'abord pour votre compréhension. Et sur ce, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Laurent Thomas, directeur général adjoint de la FAO, pour son mot d'ouverture de notre événement. M. Thomas, à vous la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Aujourd'hui, si vous me permettez, je vais payer un tribut à notre lingua franca planétaire, notre trophée commun qui est devenu l'anglais international. Et ceci, bien sûr, sans renier la belle langue française qui est au moins aussi belle que le mandingue, l'ewe, le peu, le dioula, le bambara, le wolof, le haoussa, le soussou, et j'en passe, le tamatchek, j'arrête, des centaines de langues vernaculaires qui reflètent la richesse linguistique et l'immense diversité culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, good morning and welcome to this leadership dialogue. I am honored to open today's event on behalf of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and of the Global Network Against Food Crisis. 2 years ago, at the Food Systems Summit, UN members and the international community made an unprecedented commitment to transform food systems. Within this commitment, a key action track identified was to build food system resilience to vulnerabilities, shocks and stresses, particularly in areas that are prone to conflict or disasters. As a follow-up to this commitment, last year, the Sahel and West Africa Club, the European Union and the Global Network convened a high-level meeting on food and nutrition crisis in the Sahel and Lake Chad regions. During that meeting, members and regional organizations committed to developing policy and institutional frameworks to operationalize the humanitarian development peace nexus, the so-called HDP nexus. FAO is fully supportive and committed to this approach. In the Sahel today, food security and nutrition crises feed into and are reinforced by health, economic, security, political and climate crises, aggravating rural marginalization and deepening the fragility of agri-food systems. In recent years, the root cause of this crisis have become even more complex. Conflict and insecurity are increasingly protracted with spillover effects across borders. Alongside this, rapid population growth and economic shocks, of which the impact of the COVID pandemic, followed by the war in Ukraine,
are intensifying and reinforcing structural causes of rural poverty and marginalization. Climate change is already hitting hard, with increasing challenges related to the dramatic decrease of the availability of water. In a region where 60 to 80% of the population depends on agriculture or pastoralism, and where the most food insecure are living in rural areas, there should be no doubt that the transformation of agri-food systems is the solution for addressing the underlying drivers of food and nutrition crisis. It is at the heart of the HDP nexus. Speaking of anticipatory action, the new buzzword, in the food sector, it's also all about transforming agriculture and pastoralism, which remain too often today equated with hardship, subsistence, and poverty, and should become real source of wealth and happiness as economic activity is attractive to the youth and engine of growth for Sahelian and West African nations. And the link with peace and stability is so obvious. And in a context where humanitarian needs worldwide are skyrocketing, with a growing gap between those and the capacity of donors to respond adequately, supporting the transformation of agri-food system is the logical and cost-effective investment to prevent and respond to food crisis. The solution lies with substantial and continuous investment in agri-food systems. Ladies and gentlemen, FAO is proud to be a trusted, long-standing partner of countries of the Sahel and West Africa, their national and regional organizations, and the development partners. FAO, as an organization and as a founding member of the Global Network Against Food Crisis, looks forward to continue to play a catalytic role in deepening collaboration amongst all partners to support the transformation to more efficient, inclusive, resilient, and sustainable agri-food system for better production, better nutrition, better environment, and a better life for all, leaving no one behind in the Sahel and West Africa region. Time is running against us. We have only 6 main planting seasons left if we want to revert the current dramatic trends against the Agenda 2030's aspirations. Let us intensify our work together. Permettez-moi de terminer cette introduction sur la situation grave à laquelle sont confrontés les hommes et les femmes des pays en crise d'Afrique de l'Ouest, avec un aphorisme de Amadou Hampâté-Bâ, enfant illustre du Sahel, diplômé de la grande université de la parole enseignée à l'ombre des baobabs. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. Que les débats de cette importante session soient imprégnés de la sagesse rurale universelle de Amadou Hampâté-Bâ et de l'héritage littéraire qu'il nous a laissé. Thank you for your attention, and I wish you a fruitful exchange. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Thomas, pour ce message poignant. Sans tarder, nous allons passer la parole à M. Ali Beti, ministre conseiller au commissaire à l'initiative 3N. Vous avez la parole, M. Beti. Merci beaucoup, mais laissez-moi passer mon émotion après que le directeur général adjoint de la FAO a prononcé le nom de Amadou Hampâté-Bâ. Je suis toujours très ému quand j'entends parler de Amadou Hampâté-Bâ. C'est très illustre. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et le Global Network pour cette belle initiative de dialogue de leadership portant sur les partenariats pour les systèmes alimentaires. Je les remercie également pour l'invitation à y prendre part adressée à son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Je remercie ensuite les organisations régionales, CEDEAO, SILS et UEMOA, pour leur leadership régional pour la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et je remercie enfin tous les partenaires pour leur engagement à nos côtés depuis des années. Pour le sommet de New York en septembre 2021, le Niger avait conduit les dialogues
des acteurs qui ont abouti à l'adoption d'une feuille de route pour la transformation des systèmes alimentaires qui contribue à la promotion et au respect du droit à l'alimentation inscrit dans la Constitution de la République du Niger. La feuille de route a été intégrée pour le Niger aux principaux cadres politiques, stratégiques et opérationnels pour son opérationnalisation, y compris à travers les initiatives du gouvernement et des partenaires, notamment des Nations Unies. Cette intégration était évidente dans le cas du Niger, car la feuille de route était totalement alignée aux priorités, aux politiques nationales, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. La feuille de route est opérationnalisée à travers le plan d'action 2021-2025 de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est la stratégie nationale de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de développement agricole durable, ainsi qu'à travers le plan d'action de la politique nationale de sécurité nutritionnelle, également 2021-2025. L'initiative 3N, qui est notre politique multisectorielle, met en œuvre le plan de développement économique et social pour les aspects de transformation et modernisation du monde rural et la lutte contre les changements climatiques. L'alignement de cette voie de transformation des systèmes alimentaires de la feuille de route du Niger avec les programmes stratégiques et opérationnels du plan d'action, des deux plans d'action 2021-2025 et l'initiative 3N et de la politique de sécurité nutritionnelle en facilite la mise en œuvre. En vue de faciliter le suivi de la mise en œuvre, le Niger travaille à la mise en place d'un cadre commun de résultats et de suivi-évaluation des progrès annuels de transformation des systèmes alimentaires. Le processus a été participatif et itératif. Avec l'appui des agences des Nations Unies, le Niger travaille aussi sur le développement d'un outil pilote pour l'évaluation des financements publics des systèmes alimentaires. Les premiers résultats de cette analyse des financements des systèmes alimentaires a été présenté par le Premier ministre du Niger à l'ouverture de cette réunion le 24 juillet. Et ils ont montré les efforts et les progrès importants réalisés par le Niger en dépit du contexte difficile que vous connaissez tous. La transformation des systèmes alimentaires est intrinsèque à l'opérationnalisation des initiatives du Nexus humanitaire développement paix au Niger, tel qu'établi lors de la réunion de haut niveau à Paris en avril 2022. L'insécurité alimentaire est considérablement élevée dans les régions touchées par les conflits et l'insécurité et par les effets du changement climatique. Les systèmes alimentaires durables peuvent contribuer à l'égalité d'accès aux ressources naturelles pour améliorer la fiabilité de l'accès à la nourriture et à la nutrition et en soutenant les efforts de cohésion sociale. La coopération régionale avec d'autres pays et institutions régionales est essentielle pour relever les défis transfrontaliers de notre région, tels que les conflits et l'insécurité, le changement climatique ou l'insécurité alimentaire des populations déplacées. La mise en œuvre des feuilles de route nationales pour la transformation des systèmes alimentaires, adoptées lors du sommet de septembre 2021, et l'opérationnalisation de l'approche humanitaire développement paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest offrent des opportunités uniques pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires dans des contextes de crise alimentaire et nutritionnelle. La coordination multisectorielle au niveau national et régional est également essentielle pour garantir que les synergies stratégiques et opérationnelles se mettent en place pour assurer les adaptations transformationnelles à cette échelle. Les systèmes alimentaires durables peuvent contribuer à réduire les besoins humanitaires liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à augmenter la résilience et à renforcer la cohésion sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire à l'initiative 3N. Sans tarder, nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Newcop de la Banque mondiale. Mr. Newcop, the floor is yours.
Very good. Merci beaucoup, Monsieur Joundi. Bonjour à tous. Thanks very much for the invitation. We're very pleased to be on the panel today. Let me say that at the outset, I think we should recognize the importance of the global network against food crisis. And the World Bank is very proud and pleased to be a member and a partner of it. And of course, also recognizing the importance of the global network when it comes to catalyzing international cooperation. We think that the network has played a very important role in fostering coordination between the network and the joint World Bank G7 presidency initiative, the Global Alliance for Food Security, that actually resulted in the development of the Global Food and Nutrition Security Dashboard, which provides a common platform for understanding and addressing food crisis earlier and more effectively. In that respect, Thomas spoke about the need for anticipatory action, and the dashboard can actually play that role. And also bringing together, the key food and nutrition security partners from the United Nations, donors, governments, and NGOs. In support of the partnership between the network and the alliance, we very much engaged on rolling out food security crisis preparedness plans, which are being developed in 9 countries in West Africa and the Sahel, to anticipate and mitigate future food and nutrition crises. So there we have a concrete tool when it comes to anticipatory action. Also, the network support for the annual global report on food crisis, we think is very much crucial. It provides an overview of the world's worst food crisis, and of course, future concerning trends, informing programming and investments in food crisis. And of course, the report highlights very much so the integral efforts of data partners, such as the Integrated Food Security Phase Classification, IPC, and of course already mentioned the Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel, SILS. And in coordination with these mechanisms, we think that the network is very instrumental in promoting the national pathways, for food systems transformation and the humanitarian development peace nexus, which was already mentioned earlier, empowering countries, regions, and international organizations to prioritize resources and address food and nutrition insecurity, and fostering both short-term response and long-term resilience. Of course, we must also appreciate very much the vital role played by the West African organizations, such as the Sahel and West Africa Club, the Economic Community of West African States, ECOWAS, and SILS already mentioned. Their contributions and support have been very much instrumental in bringing together actors and sectors in common understanding and action when it comes to the nexus in West Africa. The commitment of the Nexus Coalition to tackling food and nutrition security crisis in the Sahel and the Lake Chad regions has demonstrated, very much the relevance and effectiveness of the Nexus approach, with very much high-level political support from regional organizations and national governments in addressing the immediate needs and underlying drivers of food and nutrition crisis in the region. And also, when it comes to the World Bank, in response to the food security crisis, we actually have, in the last year, launched and supported 176 operations, making available new financing to the tune of $22 billion. Those commitments actually far exceeds the $12 billion that we announced in April 2022, indicating actually that the crisis, because we responded to demand, is actually much worse than we anticipated that it was in April 2022. Of course, it also reflects a very strong dedication to address the global food crisis. Now, when it comes to West Africa, the bank is supporting now 39 operations, food and nutrition security initiatives in the region, and having made available $3.7 billion to West Africa that further support the objectives of those food security crisis response plans, and reinforcing our commitment
to enhancing crisis preparedness in the region to targeted lending and support. Also, the network's partnerships with data initiatives such as IPC and SILS, we think is very much important in ensuring the availability of regularly updated and technically rigorous analysis which contribute to the evidence-based decision-making in the fight against food crisis. Also, the information provided by these initiatives allows our financing programs, to be better adapted to the changing circumstances of food and nutrition crisis. Let me finish by saying that the network's leadership has been very much instrumental, to the 5 countries in West Africa and the Sahel by providing the framework for producing the national HDP roadmaps. These roadmaps showcase the practical implementation of the Nexus approach and reinforce the region's determination to effectively address food and nutrition crisis. And based on what we have done so far, looking forward, the World Bank is very much looking forward to be a continuing partner to the network and providing value added where it's needed. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Nkouk, pour votre intervention. Maintenant, nous allons passer la parole à Madame Lisaï Foutabong Estérine, qui est directrice de l'innovation des programmes et de la planification à l'Agence de développement de l'Union africaine. Ms. Foutabong, the floor is yours. Please. Thank you, Mr. Moderator, and good morning to everyone. Distinguished colleagues and partners, the AUDA is very honored to be here this morning to participate in this very important session on leadership dialogue and to give some remarks on the critical topic of establishing partnerships for food systems, particularly emphasizing the humanitarian development and peace nexus, also known as the triple nexus within the Sahel region. As we know, Sahel is home to some of the world's most vulnerable population. The Sahel region underscores the absolute necessity for an inclusive and strategic approach towards achieving resilience, reducing vulnerability, and nurturing peace. There are significant progress to acknowledge to date with regard to the number of African countries that are implementing the CAADP-Malabo framework, which is the comprehensive agricultural development plan for the continent within the context of achieving Agenda 2063 of the African Union. We have to emphasize that groundbreaking initiatives like the farmer-managed natural regeneration and regenerated program for degraded lands have amplified agricultural productivity and hence reinforced local food systems. In addition, several efforts made by member states in the implementation of the objectives and goals of CAADP-Malabo with regard to resilient building, zero hunger, interregional trade, are addressing the underlying causes of conflict that intensified food insecurity. Nevertheless, we must face the harsh reality of the hustles that still persist. The region, meaning the Sahel region, is still beset with political instability and conflict, which undermines our endeavor to improve food systems intervention. The looming threat of climate change, to which the Sahel is particularly vulnerable, has severe repercussions for agriculture and food systems. Additionally, chronic shortage of funding restricts the scale and impact of the very well-meaning interventions that member states and various organizations are undertaking in the region. However, despite these difficulties, it is crucial to acknowledge the extensive opportunities available to us, the potential to fully integrate the HDP nexus, or the triple nexus,
into our strategies and programs present a more encompassing and sustainable approach. By investing in local capacity building and resilience, we can ensure communities are more prepared to withstand and recover from shock and stresses. Moreover, we must leverage the benefit provided by climate-smart agricultural practices, which can notably augment the resilience of food systems. Other significant programs in the region that I would just like to mention include the Great Green Wall Initiative of the Sahel, the African Forest Reforestation Program, and the recently approved AUD and NEPAD Triple Nexus program that was just adopted in the last AU Summit 2 weeks ago. All these initiatives have the good intention of building resilience of not only our ecosystems, but also of communities living in the Sahel region. Now, unless we take urgent and decisive actions to translate global commitments into meaningful investments that build adaptive capacity at scale, many parts of the African continent will be driven to the brink by unprecedented shocks of food crisis, deepening levels of poverty and conflicts, and high levels of migration, and alarming rates of environmental degradation. It is important that we recall the commitments that have been made in the climate process, the Paris Commitment of Adaptation, and the recent commitment that was made for the to finance the Great Green Wall. That these commitments are respected and provided the necessary financial and investment support that member states need to implement actions. I would like to highlight the critical role played by regional and continental organizations in propelling this vision forward. Bodies such as the ECOWAS, as been mentioned before, play a critical role in fostering regional cooperation, peace, and political stability. The African Union, and of course, the African Union Development Agency, with our strategic leadership and policy advocacy, offers a solid platform for executing the Triple Nexus. Of course, likewise, our host, the Sahel and West African Club, forms an integrated intergovernmental platform dedicated to enhancing regional policies, relations, and dialogue in the Sahel and West African region. They play a crucial role in nurturing partnerships for food systems in the region and addressing the Triple Nexus. Nonetheless, the success or the essence of success is rooted in collaboration. Our organizations must synergize with national governments, non-governmental organizations, and community groups. Only by ensuring our initiatives are locally driven and contextualized suitably can we truly achieve a resilient, peaceful, and sustainable Sahel. In conclusion, our shared ambition should extend beyond simply surviving these challenges. Instead, we must strive to convert obstacles into opportunities that strengthen our food systems, enhance community resilience, and promote peace within our region. Strong partnerships will help us to better understand the complex crises in the region, promote interconnections between humanitarian aid, development initiative, and peace building, promote integrated approach to these issues, and align the actions of various actors, particularly on critical issues relating to data analysis, policy advocacy, capacity building, financing and investments, and of course, multi-sectoral coordination. As the African Union Development Agency, we are committed to working with all partners and actors to achieve the African we want. Thank you. Merci beaucoup, Madame Fotabang, pour le message. Nous avons terminé la première séquence d'ouverture. Avant que les orateurs ne quittent, je vais vous demander de les acclamer une dernière fois. Merci beaucoup, merci. Et sur ce, je demande immédiatement à Monsieur le secrétaire exécutif du CIRS et aux 3 panélistes de monter sur scène.
les trois panélistes. Il s'agit de M. Émilien Bakoné, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire CNSA du Burkina Faso, de M. Mahamat Mchi, coordonnateur national et conseiller agriculture et élevage à la présidence de la République du Tchad, et de Mme Sama Charlotte, présidente d'une coopérative des femmes de Kolongo, membre du Collège des femmes de la CNOP, c'est-à-dire la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Merci de prendre place. S'il vous plaît, donc on va... C'est un petit... Ok, merci pour tout. Donc, sans tarder, nous allons passer la parole au secrétaire exécutif du SILS pour son message introductif de cadrage. Monsieur le secrétaire exécutif, vous avez 9 minutes. Merci et je compte sur vous. Même pas 10. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord féliciter la FAO d'avoir bien voulu faciliter cette rencontre, jouant ainsi son rôle de catalyseur, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur adjoint de la FAO. Je voudrais également me réjouir de la bonne collaboration entre le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, le réseau global et le SILS, et l'organisation de ce dialogue a également une traduction de cette bonne collaboration. Alors, je dois être assisté pour la présentation. Voilà. Merci beaucoup. La plupart de ceux qui sont intervenus ont déjà posé le diagnostic. Je voudrais juste rappeler que nous avons affaire à une situation où, avec une tendance lourde, qui est évidemment la détérioration de la situation de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez le constater, depuis 2019, les chiffres vont croissant et en 2023, en juin 2023, près de 50 millions de personnes pratiquement étaient en insécurité alimentaire aiguë dans la région. Et plus de 110 millions étaient proches, également pas loin de l'insécurité alimentaire. Oui, allez-y. Alors, on a un empilement de crises depuis un certain nombre d'années, des crises qui s'empilent mais qui sont également enchâssées. Nous connaissons les crises climatiques au Sahel qui provoquaient également des crises alimentaires saisonnières. On savait comment y faire face, en particulier au Sahel. Mais ces dernières années, nous avons affaire à de nouvelles crises, les crises sanitaires avec Ebola, avec plus récemment la Covid-19. Nous avons également, depuis le début des années 2010, l'insécurité civile dans la région. Nous avons la crise économique, les crises économiques, notamment l'inflation ces dernières années également, qui sont venues donc s'ajouter à ces crises que nous avons et qui ont contribué à une forte marginalisation des zones rurales. On a véritablement une crise de la ruralité au Sahel et en Afrique de l'Ouest, et cette crise de la ruralité, pour beaucoup de spécialistes, alimente les crises sécuritaires et les crises alimentaires au niveau de la région. Et cela a contribué également à la fragilisation des systèmes alimentaires au niveau également de la région. Oui. Alors, on peut même faire une périodisation des crises que nous avons au Sahel, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. On a les crises structurelles récurrentes liées au choc climatique, liées à cette tendance lourde de l'évolution de la population.
Mais depuis un certain nombre d'années, les crises sont devenues à la fois exogènes, mais également internes. Si on prend les cas d'Ebola, par exemple, qui est lié à l'Afrique, à la Covid-19, qui est pratiquement une crise mondiale. Nous avons l'insécurité civile également. Si on prend le terrorisme, il est à la fois au niveau de la région, mais également au niveau international. Nous avons le conflit russo-ukrainien depuis 2 ans également, qui impacte négativement la situation au Sahel et dans la région, et même au niveau mondial. Nous avons également des crises, l'inflation. Un pays, par exemple, comme le Ghana, l'année dernière a été fortement impacté par l'inflation. On ne cite pas souvent le Ghana quand on parle des crises alimentaires, mais avec l'inflation qu'ils ont connue, le Libéria et d'autres pays qui ont été fortement impactés par l'inflation. Donc voilà, on a cet empilement et cet enchâssement des crises qui compliquent davantage la situation dans un contexte aussi où les États sont en train de se fragiliser en raison justement de ces crises-là. Oui, slide suivant. Voilà, donc sur la base de ces constats préoccupants, il y a 2 ans, quand il y a eu le sommet sur les systèmes alimentaires, une dizaine de pays de la CEDEAO avaient mis en place des feuilles de route sur la base de larges consultations au niveau national, en se basant surtout sur la piste 5 qui est consacrée au choc climatique, au choc sur la vulnérabilité, et qui ont défini des feuilles de route pour faire face à la situation. Alors, il faut reconnaître qu'ils ont progressé. Si on peut faire un bilan, de toute façon, ils sont là, ils prendront la parole tout à l'heure pour dire exactement leur bilan, mais d'ores et déjà, on peut dire qu'ils ont essayé d'avoir un alignement sur ce qui se passe en termes de stratégie, de plan au niveau déjà local. Certains sont allés plus loin en ayant surtout de concertations au niveau local pour avoir une meilleure articulation entre le niveau national et le niveau local. D'autres ont fait des propositions assorties de budget. Je crois que je suis en avance sur le slide suivant. Il reste 2 minutes. Déjà? Oui. Voilà, donc vous pouvez avancer, j'ai déjà fini sur ça. Je crois que, voilà, pour dire que, évidemment, ces actions s'inscrivent dans une action qui a commencé depuis longtemps au Sahel et en Afrique de l'Ouest, portée par à la fois les États, mais également les organisations intergouvernementales et leurs partenaires. Nous avons eu en 2012 l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, qui a permis d'établir un partenariat politique au niveau international et qui a permis également d'avoir des synergies au niveau de la région, mais également des résultats aussi au niveau de la région pour mieux vraiment recadrer les interventions sur les questions de résilience des populations et de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. En 2022, il y a eu à Paris le 6 avril la réunion du réseau de prévention des crises alimentaires, l'initiative d'opérationnaliser le Nexus humanitaire développement paix au niveau de la région. Si on peut faire un premier bilan, c'est de dire que d'abord le SILS a été chargé au niveau des pays de faire la coordination technique avec évidemment le soutien des OIG, l'UEMOA et la CEDEAO, mais également le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, le réseau global, l'Union européenne, la FAO et le PAM. Et nous sommes en train d'avancer au niveau de la mise en place de ces nexus. Les pays, ça concerne 7 pays du front sécuritaire comme... Il reste 1 minute. Nous l'avons dit. Alors, vous m'avez interrompu.
Non, c'est juste pour ne pas aller non, c'est juste pour ne pas aller en détail avec ça parce que les pays vont revenir là-dessus. Voilà, d'accord. Comme on l'a dit chez nous, la chanson est plus belle dans la bouche de l'auteur. Donc je vais laisser les représentants des pays en parler. Juste peut-être pour conclure et dire que toutes ces actions également s'articulent avec des choses, d'autres initiatives qui se passent au niveau de la région. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le CIL, c'est ses principaux partenaires, notamment dans la collecte de la production de l'information, surtout aide les États à prendre des décisions. Et une des actions majeures, c'est la mise en place de la réserve régionale, qui est, comme on l'appelle, la troisième ligne de défense. La deuxième étant celle au niveau des pays. Je crois que les responsables de la ligne de défense numéro 2 sont là. L'autre défense, c'est le niveau communautaire, sur lequel, évidemment, ce qui est le plus important, sur lequel je pense que nous travaillons ici et qui nous concerne en particulier, c'est de permettre aux communautés locales d'être résilientes et de faire face aux différents chocs que nous avons au niveau de la région. Et je voudrais également terminer en disant que nous sommes en train de travailler avec les États pour avoir une bonne articulation du Nexus, mais également des feuilles de route. Et certains pays ont déjà essayé d'intégrer pour mieux faire la synergie au niveau de ces pays-là. Il faudrait que le Burkina, le Tchad, le Niger soient là, qui sont parmi les pays les plus avancés dans ce domaine-là. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le secrétaire exécutif, désolé pour la bousculade parce que nous voulons quand même donner une ou deux la parole vraiment à l'audience et tout. Et désolé pour cette bousculade. Sans tarder, je vais maintenant m'adresser à M. Bakoné. M. Bakoné, je sais que vous avez conduit tous ces processus pour arriver à des feuilles de route nationale système alimentaire. La question que je vous adresse est la suivante. Comment l'approche HDP et la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires peuvent contribuer à relever les défis en matière de prévention et de gestion des crises alimentaires? Vous avez la parole, 3 minutes maximum. Je vous rappellerai de temps en temps. Ok, merci bien, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous, distingués participants. Merci donc pour l'opportunité qui nous a offerte de prendre la parole dans cette auguste assemblée ce matin. Le Burkina Faso s'est engagé à transformer les systèmes alimentaires par l'adoption de la feuille de route nationale en vue de la transformation des systèmes alimentaires et à opérationnaliser l'approche Nexus humanitaire développement paix. Cette feuille de route nationale pour soutenir l'agenda 2030 s'est fondée sur des concertations multisectorielles et inclusives en 2021 pendant le sommet du système alimentaire. Cette feuille de route comporte 5 axes principaux, parmi lesquels se trouve la priorité de renforcer les capacités des acteurs des systèmes alimentaires et leur résilience aux aléas. 2 ans après le sommet, le Burkina a fait des progrès importants. Les pas stratégiques ont consisté à intégrer la feuille de route aux stratégies nationales et aux plans sectoriels, mais également à aligner d'autres plans pertinents à cette feuille de route. À titre illustratif, nous avons le plan stratégique national d'investissement agro-sylvo-pastoral 2021-2025, la stratégie nationale pour le développement de l'agroécologie 2023-2027 et son plan d'action, et la contribution déterminée au niveau national 2021-2025, qui contribue à la transformation des systèmes alimentaires nationaux. Les obstacles à l'opérationnalisation de la feuille de route nationale en vue de la transformation des systèmes alimentaires sont principalement le défi sécuritaire, le défi de la mobilisation des ressources financières, notamment avec la réorientation des ressources vers la reconquête du territoire, avec pour conséquence une faible allocation du budget national en matière d'investissement direct dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et faunique. L'adaptation au changement climatique
et la sécurisation foncière des exploitations familiales. Il reste 1 minute. L'implémentation de l'approche Nexus Humanitaire Développement Paix comme un moyen d'implémentation de la feuille de route depuis la réunion de haut niveau à Paris a consisté donc à la désignation du secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire comme institution point focal. La formalisation du groupe inclusif par un arrêté interministériel signé par 4 ministres, le ministre de la Culture, l'économie et des finances, l'administration territoriale et l'action humanitaire, avec comme dénomination le Comité national de coordination. Et nous avons l'opérationnalisation régionale, la coopération régionale du moins, avec d'autres pays et institutions régionales, qui est essentielle donc pour relever les défis transfrontaliers de notre région, tels que les conflits, l'insécurité, les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et les déplacements des populations. Pour conclure, la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires adoptée lors du sommet, couplée donc avec l'opérationnalisation de l'approche Nexus au Sahel et en Afrique de l'Ouest, offre des opportunités pertinentes pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires dans des contextes de crise alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bakone. Merci et encore désolé pour la bousculade. Je passe maintenant la parole à M. Mchi. Bon, vous avez, au niveau du Tchad, conduit pratiquement le même processus. La question qui est adressée à vous est de savoir quelles mesures institutionnelles, organisationnelles et politiques devraient être prises du moins pour garantir que les stratégies HDP font partie intégrante des orientations nationales sur les systèmes alimentaires. Monsieur Mchi, vous avez la parole. 3 minutes. Okay. Merci beaucoup. Donc, compte tenu du délai imparti, je vais passer directement à ma présentation. Juste pour rappeler que le Tchad, entre guillemets, s'est engagé tardivement dans le processus, compte tenu du contexte politique ayant marqué le pays en ces temps, en juin. Donc, le Tchad s'est véritablement engagé en juin 2021, donc soit 4 mois avant le sommet. Et donc, tout de suite, réalisant qu'on n'a pas assez du temps, nous avons engagé une large concertation avec les acteurs pour définir l'approche sur laquelle sera bâtie la feuille de route. Et donc, laquelle feuille de route a été adoptée le 3 mars 2022 sur la base de larges concertations avec tous les acteurs et les parties prenantes, tous les acteurs et les parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, laquelle feuille de route a été adoptée en Conseil de ministres qui est pris le 18 mai 2022. Donc la vision du Tchad à travers la feuille de route nationale est que d'ici 2020, le Tchad soit libéré de la faim et de la malnutrition. Donc cette vision intègre parfaitement la vision 2030 du Tchad que nous voulons, qui est arrimée aux objectifs des ODD et en particulier de l'ODD fin 0 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, par ailleurs, pour assurer l'alignement et la mise en œuvre coordonnée de la feuille de route, a été intégré dans le plan national de développement humain, le plan national de développement PND 2024-2028, qui est la politique nationale de développement pour devenir une composante essentielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'agriculture durable, le SANAD. Cela a permis également son institutionnalisation et articulation aux autres programmes et politiques existants. Donc la feuille de route a été bâtie particulièrement à partir des priorités et des politiques et stratégies nationales existantes et sur la base des résultats de l'évolution du contexte tchadien, évaluation des systèmes alimentaires au Tchad. Donc depuis lors, cette feuille de route sert actuellement de cadre de référence appropriée pour les interventions en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et d'agriculture durable. Donc la feuille de route du Tchad a été bâtie autour de 5 axes stratégiques, dont un axe qui est dédié au renforcement de la résilience des ménages et des communautés les plus vulnérables face aux crises et aux catastrophes, qui intègre dès le départ l'approche HDP comme levier de changement permettant d'accélérer le progrès dans la construction du système alimentaire durable. Donc, au Tchad, l'implémentation de la feuille de route est en cours par le biais des activités de vulgarisation auprès des acteurs
des niveaux central et en province, l'élaboration d'un cadre de résultats et d'un plan d'action budgétisé 2023-2028. Une minute. Pour l'aligner sur le PND, l'impulsion des réformes à travers la mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvopastorale, la régionalisation de la mise en œuvre de la feuille de route en s'appuyant sur le dispositif existant au niveau provincial et la poursuite du dialogue inclusif multi-acteurs. Donc, en avril 2022, le Tchad a participé à la réunion de haut niveau sur les crises alimentaires nutritionnelles dans la région du Sahel et du Tchad et du lac Tchad. Le soutien politique accordé à ces hauts niveaux, c'est qu'au niveau du Tchad, on a pu identifier le ministère de l'Agriculture comme institution focale et le secrétariat général comme institution focale pour désigner et suivre le processus. Donc, il y a une sensibilisation au niveau de l'État pour tous les acteurs non étatiques et les partenaires techniques pour la création d'un groupe inclusif qui est en cours. Et donc, en clair, la feuille de route a retenu la promotion du nexus humanitaire développement paix pour accélérer le développement dans la transformation des systèmes alimentaires et la réalisation d'une sécurité alimentaire nutritionnelle durable. Donc, nous sommes partis dès le départ du principe que cette approche permet de mieux comprendre les compromis entre les réponses d'urgence à court terme et les solutions durables aux crises alimentaires prolongées. Donc, pour finir, je demeure convaincu que la coopération régionale avec d'autres pays et institutions régionales est essentielle pour relever les défis transfrontaliers de notre région, tels que le conflit, l'insécurité, le changement climatique ou l'insécurité alimentaire des populations déplacées. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. MC. Et sans tarder, nous allons passer la parole à Madame Sama. Madame Sama, vous êtes au niveau du Nord Mali, dans des zones de conflit et tout, etc. Et là où on sait également que les systèmes alimentaires sont amenés à jouer leur rôle, mais avec des problèmes. Et voilà la question, quel rôle les producteurs agricoles et la société civile en général peuvent-ils jouer face à ces crises alimentaires-là? Et comment faire en sorte que les femmes et les jeunes aient leur mot à dire dans les processus politiques sur la transformation des systèmes alimentaires? Madame Sama, à vous la parole. 3 minutes. Je remercie la salle et merci aussi à la FAO qui m'a invité à venir pour ce forum. Donc, concernant, j'ai 3 questions et monsieur le modérateur, ce n'est pas 2. Donc, la première est que, après maintenant la chute des banques céréales, des caisses de provenance, donc l'organisation et la coordination nationale des organisations paysannes avec la société ont pu mettre en place dans chaque localité des banques céréales. Bon, ces banques céréales maintenant, le constat que moi-même j'ai fait à travers ces banques céréales, ils ne sont pas à la hauteur des besoins souhaités. Et puis encore, leur approvisionnement se fait juste au moment même de la crise, au bon milieu de la crise. Bon, là maintenant, on m'a demandé aussi de suggérer quelque chose. La société civile, à travers la CNOP, doit avoir un mécanisme d'approvisionnement alimentaire à tout moment avec l'application des producteurs. La société civile doit avoir un accès au crédit avec la coordination de stockage et avec un taux d'intérêt aussi qui est un peu favorable à l'activité prévue. La deuxième question était quel rôle la société civile et les producteurs jouent dans la lutte contre la crise alimentaire, dans le constat fragile dans lequel vous viviez. La société civile et la coordination jouent un rôle très important dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. La création des banques céréales ou les banques de provenance. Bon, là maintenant, l'accès au crédit pour l'achat aussi des céréales par la société civile, l'approvisionnement en céréales des banques de provenance par les producteurs, un organe de gestion des banques céréales par la société civile et les producteurs dans chaque localité. Le constat maintenant est la mauvaise gestion des banques céréales. Ça crée des problèmes dans l'approvisionnement
là où il fait, là où qui fait quoi. Il y a l'État, il y a la société civile, il y a les producteurs. Bon, ce que je suggérais là-bas, avoir un programme de planification à des approvisionnements en céréales pour éviter les ruptures. Le 2, le stade aussi, à ce stade, il faudra une collaboration obligatoire de la société civile et les producteurs et l'État aussi. Les producteurs pour l'approvisionnement des céréales, la société civile... Une minute. La société civile pour l'achat et le financement maintenant doit se faire par l'État. La troisième question est que... Bon, je vais aller directement. La troisième question est comment pouvons-vous faire en sorte que les femmes et les jeunes aient la voix au chapitre du processus politique. Il faudra faire une révision de la lecture de la loi 052 au Mali qui porte le taux de pourcentage non déterminé sur le genre, sur le genre dans la nomination et les postes électoraux. Cette loi parle de 30% et de 70%, mais elle ne précise pas à qui les 30%, à qui les 70%. Donc, le constat maintenant, les hommes se sont appropriés des 70%. Les conséquences est que pour la prise de décision, leur voix emporte sur celle des femmes. Ce que je suggère là-bas, pour que les femmes aient plus de voix au chapitre suivant, la loi 052 doit être appliquée 50% voix pour les femmes, 50% voix pour les hommes. La politique d'investissement aussi des jeunes au milieu rural n'a pas accordé la propriété aux jeunes ruraux, mais plutôt aux jeunes diplômés sans emploi. Voilà pourquoi je suggère de créer des conditions pour permettre aux femmes et aux jeunes ruraux de participer à toute activité qui les concerne en milieu rural. Terminé. Ah, j'avais... Une minute. Oh non, c'est fini. Et si vous pouvez dire un mot pour conclure, c'est fini. Ah, là maintenant, j'allais parler un peu seulement pourquoi, bon, sur le foncier. Non, je pense qu'on est pris. Il y a des contraintes. Hein. Il y a un autre événement qui doit se tenir dans cette salle et à moins 5, on doit quitter. C'est la contrainte, désolé. Merci. On vous applaudit. Bon, je vais m'adresser au secrétaire exécutif. Vous n'allez pas partir comme ça. Un seul message que vous pouvez formuler à la suite de ce que vous avez entendu. Un seul, en 1 minute. Alors, d'abord, je voudrais... Micro. Intervenants. Moi, je dois dire surtout que nous nous sommes alignés en adoptant les faits de route et l'approche Nexus de humanitaire développement sur la réalité de nos pays aujourd'hui. Parce que l'action publique dans nos pays aujourd'hui s'articule autour de 3 points. C'est l'humanitaire, le développement et la paix. Et tout ça se passe sur le même terrain. Donc vouloir faire l'un sans intégrer l'autre me semble extrêmement difficile aujourd'hui dans nos contextes. Donc s'il y a un premier message, il faut permettre 2 quand même. S'il y a un premier message, c'est vraiment de continuer dans cette voie ouverte déjà par les pays et les soutenir pour que cette dynamique-là prenne davantage, évidemment, avec une meilleure concertation et des financements conséquents pour transformer. Parce qu'on parle beaucoup de la transformation des systèmes alimentaires. Mais la transformation des systèmes alimentaires n'est pas possible d'ici 2030 si on ne met pas les financements appropriés pour le faire. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Donc, merci à tous les panélistes. Je vais tordre le cou pour demander une seule question à l'audience.
on va voir, on le fera après les différents messages, parce qu'il y a les messages conclusifs et puis après on verra, on va passer la parole à l'audience pour cela. Donc, je vais, avant que toute l'équipe des panélistes se retire, je pense qu'il faut les acclamer fortement pour leur contribution. Merci beaucoup, merci vraiment. Et désolé vraiment pour la bousculade, parce que nous sommes maintenant, nous allons passer maintenant à la séquence conclusive, c'est-à-dire de clôture, par trois représentants du réseau mondial et qui vont encore traduire en tout cas leur engagement en faveur des enjeux alimentaires et nutritionnels de la région. Il s'agit de Madame Valérie Garnieri, directrice exécutive adjointe du PAM pour l'élaboration des programmes et des politiques, de Madame Carla Montesi, directrice en charge du pacte vert et du numérique au sein de la direction des partenariats internationaux de la Commission européenne, et de Madame Mia Beers, assistante adjointe de l'administrateur pour le bureau chargé de la résilience et de la sécurité alimentaire de l'USAID. Please take your seats. Donc, sans tarder, comme nous courons derrière le temps, nous allons passer la parole à Madame Valérie Garnier du PAM pour ces messages. Vous avez la parole. Thank you so much, and it's been a series of very interesting, exciting panels, and I think we all would have liked to hear more, especially from Madame Sama speaking on civil society, but I realize time is of the essence, and so I too will curtail what I planned to say. It's very clear from the discussions that we've been having that despite a lot of engagement and despite very strong leadership, the situation in the Sahel, the food security situation, has continued to deteriorate despite these commitments and investments. And this really is this convergence of different crises that have come together. And the onus is on all of us to find pathways through that in support of national, local, community capacities in order to address the needs. During the Food Systems Summit in 2021, we agreed to new approaches to tackle the recurrent challenges of severe hunger. Many of these approaches are really exemplified in the national and regional programs in the Sahel, and many of them are bearing fruit. And I've been particularly encouraged by some of the work that we've been supporting as partners in the World Food Program, FAO, other partners in the Sahel that really focus on community resilience and the opportunity by restoring degraded land, working with communities on integrated resilience packages. We've been able to see that communities that have participated in this work, 500,000 people in 500 villages in Niger, for instance, didn't require humanitarian assistance in 2022 because of these investments, and this was despite the severe drought. And that's the kind of effort we want to see, how through engaging together we can reduce humanitarian need by building and strengthening the resilience of communities. But to build and consolidate the gains that have been made, we need to collectively do more, including further efforts to bring together the vital crisis response with longer-term programming that helps to deliver peace and stability, and adhering to commitments that have been made by all of us, helping to finance and mobilize resources
for those commitments was reiterated by the different panelists as something that is very key moving forward. WFP is very proud to be a founding member of the Global Network, and we're committed to helping through the network scale up activities in order to really help this vital partnership to help transform the food systems in the Sahel and across West Africa. The Global Network plays a crucial role in this by helping to strengthen the linkages between the global dialogue, regional capacities, and national priorities. This includes working hand in hand with ECOWAS and SILS to strengthen capacity to sustainably support member state. And we will be leveraging as WFP our investments to ensure that they continue to support that. And these joint programs that exist between UN agencies, governments, and communities are absolutely key in moving that together. And we need to be very much rooted in the work of civil society. The Global Network is also facilitating cross-regional learning, and WFP, including through this vital partnerships, believes that we can help really wind back hunger to support people and prosperous societies in the Sahel. And I think this people-centered approach is vital to the work that we are doing. And it's only by ensuring not just the transformation of food systems, but ensuring that those food systems cater to and support the most vulnerable people in all nations that will be able to really see the fruits of our labor. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Garnieni. Et sans tarder, nous allons passer la parole à Madame Montesi. Vous avez la parole, Madame. Merci. Merci, Monsieur le modérateur. Vraiment merci pour, je dois dire, toutes les interventions que j'ai eu le plaisir d'écouter lors du panel, parce qu'ils montrent bien l'engagement de nos pays partenaires et régionaux, nationaux et régionaux pour avancer dans cette transformation des systèmes alimentaires que l'Union européenne absolument engage. Donc, dans ces mots de conclusion, c'est de notre part les moments de réitérer l'engagement de l'Union européenne à soutenir les pays de la région dans cette transformation des systèmes alimentaires qui reste essentielle. Pour nous, c'est un partenariat important, c'est un partenariat qui démontre et qui est démontré par cet engagement politique à haut niveau, tel que nous le voyons ici, qui comporte un engagement vraiment inclusif grâce également au débat avec la société civile et des représentants des producteurs, des éleveurs, du secteur privé. Et c'est un engagement que je dirais qui est constant dans les temps, parce qu'aujourd'hui nous parlons du réseau mondial, mais l'Union européenne était là pour soutenir déjà les réseaux RPCA qui parvient, je dois dire, malgré les différentes crises et les difficultés politiques, à maintenir un dialogue important et une coordination serrée dans la région. Je vais rejoindre nos partenaires clés tels que la Banque mondiale, WFP, qui vient juste de les mentionner, la FAO, pour ces réseaux mondiaux. Beaucoup a été déjà dit, je ne veux pas les réitérer, mais je dois dire que nous sommes aussi très engagés et très fiers aussi de la part de l'Union européenne pour soutenir ces réseaux mondiaux, parce que nous croyons effectivement et réellement qu'il y a une valeur ajoutée, avoir la possibilité d'avoir des données, une vision globale, coordonnée à niveau mondial et au niveau national et au niveau régional, peut être un acquis important pour faire face et pour mieux organiser la réponse mondiale aux différentes crises. Justement, sur les crises, malheureusement, comme a été déjà réitéré, nous pouvons juste constater qu'il y a une dégradation continuelle de la sécurité alimentaire qui, depuis 2014, a pratiquement quadruplé. Les causes profondes de cette crise ont été mentionnées à plusieurs reprises. C'est sur cette cause profonde que nous devons continuer à travailler. Malheureusement, je dois dire que la décision de la Russie de ne pas renouveler l'initiative du grain de la mer Noire continuera également à impacter durablement les prix alimentaires mondiaux. Donc, nous ne sommes pas tout à fait prêts de sortir de nos crises. Mais nous savons aussi que simplement l'aide humanitaire n'est pas la seule réponse. Malgré cela, l'Union européenne a engagé en 2022 plus de 1 milliard d'aides humanitaires, dont un tiers a été dédié aux pays du Sahel. Mais
complètement un engagement avec nous. Nous savons que là où nous devons travailler, c'est sur la mise en place, et ça, les engagements des paris, de notre dialogue avec des paris de l'année passée l'ont bien témoigné. Nous devons continuer à travailler sur ces nexus humanitaires, développement, paix qui restent essentiels, et sur cette transformation du système alimentaire qui peuvent uniquement créer un système de résilience qui nous permet de faire face à ces engagements. L'Union européenne a soutient cette phase de transformation. Je vais prendre l'occasion uniquement de réitérer encore une fois que juste l'année passée, l'Union européenne, ensemble à ses États membres, ont engagé un programme de 18 milliards d'euros en subventions, dont 7 ont été décaissés en 2022, en se focalisant sur les aspects commerce, assistance aux populations les plus vulnérables, production alimentaire, renforcement du multilatéralisme. Et une composante essentielle est également renforcer les partenariats entre chercheurs européens et chercheurs africains, parce que lorsque nous parlons des transformations du système alimentaire, c'est clair que nous avons également besoin de solutions innovantes et durables. Donc, plus que jamais, l'Union européenne est à côté des pays de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, pour les appuyer dans cette phase de transformation. Plusieurs d'entre vous et les secrétaires de CIS ont également mentionné, je dois dire, la réserve alimentaire qui existe au niveau régional. Laissez-moi lancer un défi, parce qu'effectivement, cette réserve a été mise en place avec plusieurs objectifs. Notre rêve aujourd'hui, que cette réserve puisse aujourd'hui constituer un instrument essentiel également dans le processus de stabilisation des prix dont nous avons extrêmement besoin face à la situation géopolitique existante, mais également nous voudrons que cette réserve, ensemble avec les réserves nationales et locales, soit une réserve qui soit également approvisionnée avec des produits venant de la région et transformés dans la région. Donc notre appui également à la transformation, au soutien et au développement des chaînes de valeur qui peuvent effectivement être également une réponse essentielle pour la création et la mise en place de la résilience dans la région. Merci beaucoup et bravo pour ce débat extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Madame Montesi, pour ce message très engageant. Maintenant, nous allons passer la parole à Madame Beers de l'USAID. Ms. Beers, the floor is yours. Please. Thank you, and thank you, esteemed colleagues, not only for today's discussion, but most importantly for everyone's work on this, supporting this partnership in really what is the global fight against food insecurity. And particular thanks to the presenters who framed so well the conversation this morning on the challenges and opportunities, specifically for the Sahel, but really with implications for all of the places where increasing vulnerability leads to hunger and food insecurity. I think we all know that fighting food crises today really means recognizing the response to cycles of crisis as a development priority, not something specifically in the domain of humanitarians. We really need to bring more of the development toolkit to invest in resilient food systems and today's food crisis and mitigate future crises as well. HDP coherence provides a foundation for transforming our approach to food crises, moving beyond a system built around silos serving distinct goals to one organized to build resilience and turn back the escalating humanitarian needs beyond today's crises. So I think a recurrent theme that we heard this morning from our distinguished panelists is that localization is a key part of this toolkit. So we know at USAID that food system transformation can only take place with and through local government, private sector, and community actors. We have recommitted to a localization agenda where our administrator had noted at least 25% of our funding from USAID will be channeled directly to local partners, and 50% of USAID's programs use best practices for locally led assistance. I would just note that to this end, our collective work really must be anchored in country and with regional-led processes, something we heard this morning, to ensure sustainability and core ownership. Partnership driven by national and regional actors is essentially key.
So this initiative led by SWAC and GN is essentially a scalable practice that enables local and regional actors to leverage HDP approaches that shore up more sustainable, inclusive, and resilient food systems. It includes a number of key ingredients that we know are essential for success and collective impact. And we've heard, based on a shared understanding of the problem, from conflict and climate drivers to other systemic vulnerabilities. And it also emphasizes joint analysis and strengthened HDP coordination. I would just conclude that we encourage the international, all of us, partners, to learn from and build on the HDP Nexus regional initiative that we've heard about in Sahel and West Africa, with a lot of key questions that we can challenge ourselves with. And I would just note that the US is very supportive and happy to be a core member of the global network, and we really look forward to continuing this conversation and the fight against food insecurity in partnership with all of you. Merci. Merci beaucoup, Madame Bis, et merci à toutes ces personnalités. Et nous courons derrière le temps et il nous reste malheureusement 4 minutes. Et donc, on va prendre une seule question. Oui, Madame, désolé de faire la discrimination, Madame, allez-y, à vous. Oui, yes. Merci, Florence Egal, UN Habitat. Le changement climatique et les conflits génèrent de l'instabilité et déplacement des populations qui convergent vers les villes. La 11e session du Forum urbain mondial en juin 2022 a confirmé que ces crises multiples et interconnectées constituent un enjeu prioritaire. La localisation des objectifs... Est-ce que vous pouvez faire votre question parce qu'on est pris, on est vraiment juste... pris, il faut qu'on quitte la salle. Excusez-moi, c'est juste pour exprimer l'intérêt du UN Habitat à se joindre au système des Nations Unies pour appuyer le partenariat sur les systèmes alimentaires. Merci. Thank you so much et merci pour ce message d'engagement également. Bon, ceci dit, on a annoncé dès le début que je ne sais pas si ce message nécessite une réaction de la part des panélistes. Do you want to react? No. It's a kind of commitment, engagement, yeah? I mean, I think Habitat's engagement in supporting food security, sustainable resilience is very much welcome, and let's see how we can ensure that you're part and parcel of the broader UN and international efforts. Thank you. OK, merci beaucoup, Madame Garnini. Et donc, ceci dit, il reste 2 minutes. Hein, donc, nous avons annoncé dès le début qu'un relevé des conclusions va être validé et circulé. Et ce qui va ressortir dedans, il y a un certain nombre de messages et d'engagements. Je peux vous lire un des éléments, c'est vraiment que nous devons unir nos efforts pour la mise en œuvre d'approches contextualisées de lutte contre les crises alimentaires à travers une parfaite synergie et harmonie entre l'humanitaire, le développement et la paix. Ensuite, un autre message, nous devons également maintenir et amplifier la diplomatie de l'alimentation et de la nutrition en faveur d'engagements politiques et financiers de long terme des gouvernements, des organisations intergouvernementales et de leurs partenaires, je dirais des contrats de génération. C'est le passage obligé pour s'attaquer aux racines profondes des crises alimentaires et nutritionnelles au niveau de la région. Et comme il reste 1 minute, un troisième message, c'est de voir, nous devons également, concrètement, on a parlé d'HDP, mais il faut des mesures politiques et financières audacieuses dans la durée pour cela, et même pour la transformation des systèmes alimentaire. Last message, c'est vraiment de dire un grand merci à toute l'équipe vraiment des organisateurs, notamment l'équipe du réseau mondial. Ce fut un long chemin pour aboutir à cet événement et vraiment, on tient à dire un grand merci. Bravo pour votre ténacité et votre engagement.
la lutte continue. Merci beaucoup. Nous devons abandonner, nous devons libérer la salle pour un autre événement. Voilà. Mais ceux qui sont intéressés peuvent rester. Thank you so much. Sorry for the rush there. No, you did it very, very good. No, but I know the pain of the moderator. Yeah.